Bonjour à tous, donc bienvenue à ce webinaire qui va traiter de la décarbonation de la production de chaleur en industrie agroalimentaire. Donc ce webinaire fait partie d'une série de 3 webinaires qui portent sur le même sujet. Aujourd'hui, on va parler de l'état de la production de chaleur en industrie agroalimentaire. On donnera également quelques solutions en fin de webinaire, je reviendrai juste après sur le programme. Le prochain webinaire aura lieu le 18 novembre, on parlera des solutions de décarbonation en matière d'efficacité et de sobriété. Et on aura un dernier webinaire, donc le 25 novembre, où on abordera plutôt l'aspect énergie renouvelable et de récupération. Donc vous pouvez vous inscrire à tous ces webinaires. Ils sont disponibles librement. Et je vais donc vous présenter maintenant tout de suite, là, si je vais passer à la slide suivante. Pardon. Hop. Ouais, excusez-moi. Donc, en introduction, je vous présenterai très rapidement les deux réseaux qui co-organisent ce webinaire, donc à la fois le RMT Ecofluid et le projet européen ANEAM. Et ensuite, on partira donc sur les constats terrain sur les réseaux vapeurs que je vous présenterai, donc des constats qui sont largement issus notamment du projet européen ANEAM. Et enfin, pour terminer ce webinaire, donc c'est Ludovic Ferrand du CRIGEN qui interviendra sur la méthode du sank énergétique, qui nous expliquera comment on peut faire des gains rapides et construire une feuille de route efficace énergétique. Pour commencer, donc, comme je le disais, un petit mot sur le RMT Actia Ecofluid, qui est un réseau de centres techniques agroalimentaires et de centres de recherche et d'enseignement. Donc, on va trouver des écoles, des instituts techniques agro-industriels, des établissements, donc je parlais d'établissements d'enseignement supérieur, mais aussi des lycées agricoles. Donc ça fait partie du cahier des charges de ce réseau. Et puis on a des centres d'expertise, comme le pôle Cristal autour du froid ou le CETIAT, à côté de centres techniques agroalimentaires, comme le CRIT agroalimentaire dont je fais partie, ou d'autres centres nationaux comme Tech Aliments sur la filière alimentation animale. Donc ce webinaire est aussi co-organisé en partenariat dans le cadre du projet européen ANEAM, donc qui est un projet qui a démarré en janvier 2024 et qui va se poursuivre sur encore une grosse année, donc jusqu'en décembre 2026. L'objectif de ce projet, c'est d'accélérer la transition des industries agroalimentaires donc vers des modèles de croissance durable, notamment en favorisant donc l'adoption des mesures recommandées à l'issue des audits énergétiques. Donc, j'y reviendrai, mais c'est un projet dans lequel on a fait de nombreux audits. Donc, il y a 8 partenaires qui sont impliqués dans ce projet, qui sont issus de 4 pays différents, donc France, Pologne, Italie et Espagne. Et dans chaque pays, on a un peu le même type de binôme, à savoir donc un cluster, un pôle de compétitivité comme pour la France avec Innovalliance, et un centre technique qui va porter la compétence donc, en matière d'efficacité énergétique. En termes de déroulé, donc on a identifié donc l'objectif de ce projet, on l'a dit, c'est d'amener les entreprises agroalimentaires vers des plus durables. Donc on a sélectionné des entreprises en fonction de leur code APE notamment. On a réalisé donc des audits dans ces entreprises, des audits énergétiques. Et là, on est en phase du programme d'accélération. Donc là, l'objectif, c'est de renforcer notamment les connaissances des entreprises en matière de décarbonation et d'efficacité énergétique. Donc ce webinaire fait partie j'ai dit une trilogie de webinaires, mais il y a d'autres webinaires en parallèle aussi sur des sujets un petit peu annexes qui visent également à renforcer ces connaissances. Et puis en parallèle, là, on a démarré la mise en œuvre des mesures, donc les audits qui ont été réalisés, on est en train d'accompagner des entreprises sur les recommandations qui leur ont été conseillées. En termes d'impact, donc il y a 104 entreprises qui vont être accompagnées tout au long du projet. Il y a 80 audits en tout qui ont été réalisés dans des entreprises, donc 20 pour la France, c'était 20 dans chaque pays, et 600 employés qui vont bénéficier donc de ce programme de renforcement des compétences. Et concrètement, l'objectif, c'est qu'on ait donc une amélioration du taux de mise en œuvre des mesures dans le cadre des audits. Et l'idée, c'est qu'il y ait à peu près 50% de ces mesures qui soient concrètement mises en œuvre. Alors aujourd'hui, on va parler d'une phase plutôt de sensibilisation, puisqu'on va parler des constats terrain, qui ne sont pas issus uniquement des audits réalisés dans le cadre du projet ANEAM, mais d'une expérience aussi un peu plus ancienne sur le secteur de la vapeur. Donc moi, je suis expert environnement au CRIT agroalimentaire, et depuis plus de 15 ans, je travaille sur le sujet de l'énergie dans l'industrie agroalimentaire. Et donc, j'ai pu observer ces dernières années
les pratiques et constater un petit peu comment était utilisée cette énergie. Et ça s'est renforcé donc dans le cadre des audits du projet européen, puisqu'on a fait pas mal d'audits en un laps de temps assez court. Donc on a pu creuser un petit peu plus cette question de la production de chaleur, parce que l'enjeu derrière, on l'a vu, c'est de décarboner. Et finalement, est-ce que la vapeur, c'est une énergie qui est efficace? Et comment est-ce qu'on peut faire derrière quand on a ce type d'énergie si on veut décarboner sa production de chaleur? D'abord, je vous propose un petit pas de côté, c'est de se dire, effectivement, on voit que la vapeur est très largement utilisée, mais pourquoi? Parce qu'elle a bien sûr des avantages. Et je vais prendre deux diapos pour vous présenter quels sont les avantages de la vapeur. Tout d'abord, il faut savoir que c'est un fluide qui permet donc un transfert de chaleur élevé, parce on va être sur la condensation, donc on a une très forte densité énergétique. Et à titre d'illustration, si on compare donc la chaleur sensible, c'est celle donc qui est nécessaire pour faire évoluer la température d'un corps sans en changer l'état. La chaleur latente, au contraire, on reste à température constante. Par contre, on est sur le changement d'état du fluide. Et donc, pour donner un ordre de grandeur, si on veut chauffer 1 litre d'eau de 20 à 100 degrés, on va avoir notre calcul qui nous amène à 334 kJ environ. Et la même quantité d'eau, si on la vaporise, donc 100 degrés, on va libérer, ça va nécessiter 2258 kJ. Donc en fait, on voit que quand on veut vaporiser de l'eau, ça demande 6 fois plus d'énergie que pour la chauffer de 20 à 100 degrés. On parle de vaporiser à pression atmosphérique. Donc en fait, quand on utilise la vapeur, c'est l'opération inverse qui va se faire. On va condenser la vapeur qui va redevenir liquide et qui va faire des condensats. Et on va libérer la même quantité d'énergie. Donc comparé à l'eau chaude, donc c'est le gros avantage, c'est que la vapeur se déplaçait facilement. Donc on a des tuyauteries de faible diamètre. Et on va avoir aussi des échangeurs qui sont plus compacts. Un autre intérêt de la vapeur, qui est peut-être aussi un petit peu plus spécifique à l'agroalimentaire, c'est que pour une pression donnée, la température de changement d'état est constante. Donc en fait, un simple détendeur au niveau de l'équipement va nous permettre de nous assurer qu'on a la bonne température dans le procédé. Et vous avez ici une petite table de la vapeur. Donc on voit par exemple la vapeur à 2 bars, sa température de changement d'état, c'est 133 degrés. Et si on passe à 3 bars, donc c'est peut-être un peu petit, mais on a 143 degrés. Donc si j'ai 3 bars dans mon équipement, je sais que je vais avoir une température de 143 degrés. Et ça, c'est vrai que c'est essentiel en agroalimentaire en particulier, parce que ça nous permet de nous garantir de la bonne température des procédés. Même si on a quelques paires de charges sur le réseau, on sait qu'à l'autre bout du réseau, si on a la bonne pression, alors on va avoir la bonne température. Alors, il y a d'autres avantages qui sont réels ou perçus à la vapeur. C'est un fluide qui est propre. On peut avoir la vapeur en contact avec le produit. Quand on est en flamme directe, c'est un peu plus compliqué. C'est un fluide qui est polyvalent. Il peut alimenter de nombreux types d'échangeurs. On peut même faire du chauffage par injection directe dans un produit. On a moins de risques par rapport à de créer des points chauds par rapport à un chauffage direct à flamme. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, on va limiter la température. Encore une fois, si on a la température de 3 bars, on sait qu'on ne va pas dépasser 143 degrés. On a des risques qui peuvent être limités, certes, c'est de l'eau qui est sous pression, un fluide sous pression, avec une certaine température, mais on ne va pas avoir de risque d'explosion, d'inflammation, par exemple, si on transporte du gaz dans une usine. On a une production qui est centralisée, une solution qui est assez facile, on a vu des diamètres de canalisation qui sont assez restreints. Donc ça fait que la vapeur aussi peut se distribuer facilement sur des grandes distances sur un site industriel. Et puis historiquement, dans d'autres activités industrielles, on utilise de la vapeur. Donc il y a beaucoup d'équipements standards qui sont disponibles. Et régulièrement, c'est vrai qu'on a des entreprises qui nous disent qu'elles ont acheté une chaudière à vapeur d'occasion et qui ne leur a pas coûté très cher. Et donc, en conclusion, c'est qu'on a des coûts d'investissement et d'exploitation qui, en tout cas en apparence, peuvent être compétitifs. Voilà pour les avantages de la vapeur. Donc, on pourrait dire, sur le papier, la vapeur elle a de nombreux atouts. En revanche, et on va le voir maintenant, et c'est vraiment l'intérêt de cette présentation, de ces constats, c'est de dire attention. Parce qu'on voit que sur le terrain, on a des performances qui sont parfois loin d'être optimales. Et moi, quand on fait des calculs d'efficacité énergétique, on intègre toujours une efficacité moyenne du réseau vapeur. En général, on a tendance à dire que c'est autour de 80%. Et en fait, là, le chiffre que vous avez, alors, pardon, je ne suis pas sur le bon écran quand je montrais
les, la souris. Donc le chiffre que vous avez ici, c'est issu d'une étude donc, japonaise qui date de 2021, qui a étudié 29 sites, et qui a montré que le rendement réel des réseaux vapeur, il était plutôt autour de 54%, donc bien inférieur aux 80% que l'on va prendre de manière conventionnelle quand on réalise souvent des diagnostics d'énergie pour calculer, tiens, si je remplace la vapeur par tel autre flux. L'objet maintenant, c'est de vous montrer quelles peuvent être les causes des mauvaises performances de ces réseaux vapeurs et de voir aussi qu'est-ce qu'on peut faire. Est-ce qu'on peut améliorer ces réseaux ou est-ce qu'il faut finalement complètement les revoir? Alors, une des premières causes de mauvaise performance de ces réseaux, si on parle de la production, c'est le surdimensionnement justement de la production de la vapeur, la chaudière en l'occurrence. Alors, pourquoi une chaudière vapeur est surdimensionnée? C'est vrai que souvent, on va anticiper une croissance de l'activité, une croissance du site, où on se dit, ça ne me coûte pas beaucoup plus cher, je mets la chaudière un petit peu au-dessus. Et c'est vrai que, en termes de CAPEX, une chaudière un peu plus grosse, une chaudière de 2 MW ne coûte pas le double d'une chaudière d'1 MW, loin de là. Donc, ça ne coûte pas bien cher, on se dit, allez, je prends un peu plus gros. On va aussi établir une marge de sécurité, parce qu'on détermine notre besoin par des calculs, dans le cadre de la création d'une nouvelle activité, d'un nouveau site. Donc, on prend un peu de sécurité, on prend un peu plus gros. Et puis, dans d'autres cas, sur des sites qui sont, par exemple, anciens, on a la vie du site, en fait, qui fait qu'on a certaines activités qui vont avoir changé. On a des activités qui s'arrêtent, des changements de procédés, on a peut-être besoin de moins de vapeur. Et au final, on se retrouve avec un équipement qui va être très largement surdimensionné. Parce que aussi, par exemple, on a amélioré la performance du réseau, fait du calorifugage, etc. Et donc, là, un équipement qui est surdimensionné, il va éventuellement faire des cycles d'arrêt de démarrage plus fréquents, il va être plus gros. Donc, perte de performance. On a aussi parfois des équipements qui sont anciens, du coup moins performants et mal calorifugés. Ça, c'est un peu difficile. On paye en fait le poids de l'historique. Alors, pour illustrer ces propos, j'ai choisi de vous montrer quelques photos aussi, parce que souvent c'est assez parlant. Et donc, on voit alors, à gauche ici une chaudière assez ancienne, qui a plus de 20 ou 30 ans, sans récupérateur de chaleur sur les fumées. On voit d'ailleurs très bien le conduit qui est très chaud. Là, on voit les températures de surface à certains endroits, sur certains organes, qui sont autour de 150 degrés. Et globalement, on voit que le corps de chaudière, par la couleur, est assez chaud. On voit sur une chaudière plus récente, donc à droite, qui est correctement isolée, les températures de surface du matériel ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est pour ça qu'on va avoir des équipements là qui vont être beaucoup plus performants, même si là encore, il n'y a pas de récupérateur de chaleur sur les fûts. Donc l'étude réalisée par ce centre japonais met en évidence des pertes constatées au niveau de la chaudière d'environ 10%. Ce qui est finalement pas beaucoup, parce que quand on constate les rendements de combustion, et ça c'est très facile, il y a des contrôles réguliers qui sont faits sur la chaudière, on peut récupérer les tickets des essais, et parfois rien qu'au niveau de la combustion, on n'est pas loin des 9-10% de pertes. Alors dans la combustion, les pertes elles sont principalement dues aux fumées, mais comme on vient de le voir sur les photos précédentes, on a également le corps de la chaudière qui va jouer dans ces pertes. Et puis les deux autres points, ça va être les purges de déconcentration et la ventilation, puisqu'on va, avant et après le démarrage de la chaudière, il y a une ventilation qui est faite pour s'assurer qu'il n'y ait pas du gaz qui reste dans le corps de chaudière, pour pas qu'il y ait d'explosion au moment où on lance la flamme, que ce soit bien une flamme qui arrive et que ça ne crée pas une explosion. Et puis, il peut y avoir des dysfonctionnements sur ces chaudières. Et c'est un petit peu la photo qui est illustrée ici à droite. On voit, ça s'appelle un pot d'éclatement de purge. C'est un organe dans lequel on va voir les purges de la chaudière, donc des condensats à haute pression qui arrivent, alors pression de la chaudière. Si on fait de la vapeur à bas, les condensats vont être libérés. Donc, alors, je n'ai plus la bague sous les yeux, mais en gros, à plus de 150 degrés. Donc, il va y avoir une revaporisation instantanée. Et comme vous le savez, on n'a pas le droit de. En général, la règle, c'est qu'on ne doit pas dépasser les 30 degrés dans les réseaux d'évacuation des eaux usées. Donc, on va injecter de l'eau froide. Il y a une sonde de température dans le pot d'éclatement. On injecte de l'eau froide qui vient neutraliser, entre guillemets, cette chaleur. Et là, en l'occurrence, c'était au cours d'un audit, un coup de caméra thermique dans la chaufferie. Et on se rend compte qu'effectivement, le pot d'éclatement des purges est très chaud. On se dit, bon, tiens, oui, il vient juste y avoir
purge où il y a un problème. Donc là, vous voyez la température de surface, elle est autour de 100 degrés. C'est un équipement qui n'est pas isolé, mais c'est normal, sa vocation, c'est plutôt de faire baisser la température. Donc on n'a pas du tout vocation à le calorifuger. Et puis en fait, en revenant sur la chaufferie à un autre moment, on se rend compte que la température est toujours à 100 degrés. Donc il y a un problème. Et en fait, ce qui se passait sur ce site-là, c'est qu'il y avait une vanne de purge donc, qui était défaillante. Ce qui faisait qu'on avait en permanence en fait une partie de l'eau de la chaudière qui se retrouvait dans le réseau des condensats. Euh, Dans d'autres cas, on peut avoir effectivement des pertes parce qu'on a des purges qui sont réalisées manuellement, donc on en fait toujours un petit peu plus que nécessaire pour être sûr qu'on n'a pas de problème d'accumulation de concentration en ions. Alors normalement, sur le papier, à chaque fois, c'est l'expression, c'est sur le papier, des solutions qui existent. Effectivement, on peut faire du traitement de l'eau par un osmoseur qui va nous permettre de réduire le besoin en purge. On peut faire de la récupération de chaleur sur les purges. D'ailleurs, j'aurais dû mettre ce point-là même à la fin pour être plus cohérent. Et puis, on peut aussi mettre en œuvre des purges automatiques avec un suivi de la conductivité de l'eau pour faire les purges juste nécessaires. Donc, voilà. Il y a des solutions qui existent, mais en pratique, on voit que malheureusement, il y a des dysfonctionnements qui sont fréquents parce qu'on est sur des organes sensibles. Le deuxième point où on va pouvoir perdre de l'énergie, ça va être sur les tuyauteries en elles-mêmes. Alors, quand on dit tuyauterie, il y a des tuyauteries, oui, mais voilà, on va dériver un petit peu jusqu'aux usages finaux. Parce que sur un réseau vapeur, on va avoir beaucoup d'éléments qui s'appellent des purgeurs, qui ont vocation. Vous savez que la vapeur, c'est l'état gazeux de l'eau qu'on va utiliser. Et on a, par les pertes thermiques des réseaux, des gouttelettes d'eau qui se forment dans ces réseaux-là. Et cette eau, elle est néfaste pour le transport de la vapeur. Donc on l'élimine tout au long du réseau par des purgeurs qui ont différents types de fonctionnement. Mais leur vocation, c'est d'éliminer la partie liquide. Et ces purgeurs, c'est des organes mécaniques. Et on se rend compte qu'ils peuvent assez rapidement se dégrader. Et c'est une durée de vie qui n'est pas toujours très importante. Et donc, ils vont laisser passer de la vapeur. Et du coup, ils vont faire perdre de l'énergie au réseau. Après, on a aussi des calorifugages qui peuvent être dégradés ou absents. On verra quelques exemples. Et puis, on peut aussi avoir tout simplement des fuites directes. Alors ça, pour le coup, c'est visible. Autant les purgeurs défaillants ou le calorifugage, c'est pas toujours très visible. Mais quand on a de la corrosion, on a des fuites. Alors, vous voyez un exemple là sur votre droite, avec des échangeurs vapeur. Ce sont des petites aiguilles échangeurs vapeur-eau qui permettent de chauffer du liquide. Et on voit que le circuit, il y a une ambiance vapeur, il y avait quelques petites fuites sur ces échangeurs. Alors encore une fois, là sur le papier, normalement, on devrait pouvoir se prémunir de ces fuites, parce qu'un contrôle régulier des purgeurs nous permet de détecter ce qui dysfonctionne et d'échanger. En revanche, sur certains sites, on peut avoir jusqu'à plus d'une centaine de purgeurs. Donc de trouver le purgeur qui est défaillant, de faire des contrôles réguliers, ça peut être très fastidieux. Et c'est pour ça que parfois, c'est pas toujours bien réalisé, ou parce qu'il y a des purgeurs les réseaux vapeur peuvent passer parfois très haut en hauteur, dans des combes, en tout cas dans des endroits difficiles d'accès, et un purgeur défaillant peut nous échapper, peut échapper à un contrôle. Ensuite, on a le calorifugage qui, au bout d'un certain temps, peut se dégrader. Il y a une fuite de vapeur qui se crée sur le tuyau, le calorifugage qui va être imbibé d'eau, du coup, qui ne va plus jouer son rôle. Et puis, on a une maintenance à faire sur les équipements, les échangeurs, des joints qui fuient. Ça, c'est assez classique. On a parfois des joints toriques qui ont des mouvements mécaniques. Donc, c'est des équipements qui vieillissent et qui, au fil du temps, peuvent se dégrader finalement assez facilement. Une petite photo pour illustrer les pertes qu'on peut générer au niveau des purgeurs. C'est un petit peu la boutade. Est-ce que ça brûle? Parce qu'on voit effectivement des panaches de fumée sur les toits de ces deux usines. Et non, alors panache de fumée, si on regarde bien, effectivement, là, on voit dans les deux cas les cheminées et les chaudières. Et là, en tout cas, en apparence, il n'y a pas de fumée visible. Ça ne veut pas dire que la chaudière n'est pas en route, parce que d'ailleurs, si la fumée reste à l'état gazeux, elle ne sera pas visible. On est essentiellement sur la vapeur d'eau. Sur la vapeur d'eau. Et là, en fait, c'est qu'on a un nuage de vapeur. Alors, en réalité, c'est plus à l'état de vapeur. Là, on est sur des micro-gouttelettes d'eau, puisqu'il y a une recondensation, ce qui permet de la rendre visible. Et ce que l'on voit ici, c'est les vents. Donc, les vents de la bâche d'eau chaude, c'est le trou qui permet, c'est pas la soupape, parce que c'est pas une soupape, c'est simplement un trou, mais qui permet d'évacuer
l'excédent de chaleur et donc de pression au niveau de la bâche, parce que les pressions sont très souvent, les bâches sont très souvent à la pression atmosphérique. Et donc là, clairement, dans les deux cas, alors, beaucoup plus sur la photo de gauche que de droite, on a des bâches qui sont en ébullition. Et pour quelle raison? C'est a priori parce qu'on a des purgeurs qui en amont sont défaillants et donc qui laissent passer de la vapeur, donc beaucoup de chaleur, et cette chaleur va mettre la bâche en ébullition. Normalement, une bâche ne devrait pas être en ébullition, sauf dans certains cas particuliers. Et si c'est le cas, après, on peut trouver des solutions éventuellement pour soit mettre une bâche sous pression, enfin sous pression, des bâches pressurisées, ça existe, ça permet de remonter un petit peu la température de l'eau, ou voire de faire une récupération de chaleur pour récupérer éviter d'avoir cette chaleur fatale qui s'échappe par la toiture. Donc voilà, ça c'est défaillance de purgeur. Et puis après, tout simplement, parfois, alors ça peut sembler assez fou comme ça, mais on a des réseaux vapeur qui ne sont pas calorifugés. Et deux exemples. Donc sur la photo, je commence par la photo de droite, la caméra thermique, parce que des fois, quand on fait le tour de l'usine dans le cadre d'un diagnostic, il y a beaucoup de tuyauterie à voir, beaucoup de choses à voir, donc on n'est pas toujours très vigilant. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment la caméra thermique qui m'a permis de constater. D'un coup, je me dis, tiens, mais pourquoi ce tuyau apparaît de manière aussi marquée? Et en fait, il y a un des réseaux vapeur qui alimentait un atelier, l'atelier le plus récent, qui n'était pas calorifugé. Voilà, un oubli du prestataire. Et ces oublis, malheureusement, ils ne sont pas si rares que ça, parce que dans une autre installation, donc là, on voit un réseau, alors ça, c'est tuyauterie vapeur, hein, dans une brasserie, des conduites complètement neuves, l'installation était toute neuve, elle avait moins d'un an, euh, conduite de vapeur non calorifugée. Clairement, là, c'était le prestataire, l'installateur qui n'avait pas été correct avec l'entreprise, et qui leur avait même fait croire à l'époque qu'il fallait que la tuyauterie se mette en place pendant un an avant de la calorifuger. Bon, j'ai jamais entendu ça et je pense que ce n'est pas exact. Par la suite, l'entreprise a pu le corriger et a mis un calorifugage parce qu'il y a un enjeu énergétique et en plus, il y avait un enjeu de sécurité, même si ce n'était pas à proximité immédiate du personnel, mais potentiellement, celui qui tendait le bras pouvait se brûler sur une tuyauterie vapeur. Donc on peut isoler les tuyauteries, mais aussi ce qu'on appelle les points singuliers. Et vous voyez ici, par exemple, toute une panoplie de vannes vapeur qui a été correctement calorifugée à l'aide de matelas isolants. Donc on voit des matelas noirs. Alors ça, c'était financé jusqu'au 1er août 2025 par des certificats d'économie d'énergie. On appelle ça l'isolation des points singuliers vapeur. Et bah, pareil, une petite anecdote quand même, parce que ça peut paraître complètement surprenant, mais on voit sur la droite une tuyauterie vapeur, une tuyauterie qui crache, pareil, un nuage de vapeur. Donc, encore une fois, c'est la vapeur là qui est en train de se condenser au contact de l'air froid. Et en fait, il se trouve que cette tuyauterie, cette vapeur qui est éjectée ici, vient d'une soupape qui avait été équipée d'un matelas isolant, mais malheureusement, un matelas mal posé. Et en posant le matelas, l'entreprise avait attrapé la canne de la soupape et donc l'avait légèrement ouverte. Donc, plutôt que d'isoler la soupape, enfin en isolant la soupape, on avait créé une perte à l'extérieur. Et là, il a fallu remonter sur le tuyau vapeur, savoir quels étaient les organes vapeur en amont qui pouvaient être, est-ce que c'était un purgeur, est-ce que voilà. Et finalement, l'entreprise a réussi à trouver que c'était une soupape qui était à l'origine de ce problème. Donc, si on résume, on a donc des pertes de vapeur à différents niveaux, donc au niveau de la production, au niveau de la tuyauterie, et puis je ne l'ai pas encore évoqué, mais les condensats, là, il faut voir aussi que même si nos purgeurs fonctionnent bien, les condensats ne sont pas toujours récupérés. Donc, les condensats, c'est un liquide de la vapeur qu'on va récupérer après l'échangeur, par exemple, si on a un chaudron double paroi pour cuire une marmite ou une cuve, etc. On récupère du liquide et ce liquide, parfois, c'est compliqué de le ramener jusqu'à la bâche. Donc, on va le laisser s'évacuer dans les réseaux d'eau usée, par exemple. Et ça va générer donc des pertes. Donc, au final, c'est finalement pourquoi on continue sur cette voie, puisqu'on se rend compte que sur le terrain, on a une efficacité qui est quand même médiocre. Alors, il faut se mettre aussi à la place du responsable technique à qui on va demander de choisir quelle solution il va avoir. Donc, on l'a vu, il y a quand même plein de bonnes raisons à mettre en œuvre la vapeur. Et puis aussi, quand on veut mettre un ou plusieurs nouveaux usages, finalement, l'investissement marginal, si on a la capacité sur son réseau vapeur, c'est peut-être juste une petite conduite vapeur, un petit tuyau pour aller au nouvel usage. On se dit, c'est pas grand-chose, donc j'ai mon réseau vapeur qui est là, allez, je tiens un tuyau et j'alimente mon nouvel usage, même si la vapeur n'est pas le plus performant. Un point très important, c'est qu'on se trompe dans la comparaison des coûts.
Et je peux vous dire que voilà, la semaine dernière, restitution à une entreprise, on compare toujours le prix du kilowattheure gaz avec le prix du kilowattheure électrique, pardon, si tant est c'est possible de substituer à l'électricité. Or, en fait, il faut intégrer dans le prix de son kilowattheure gaz le rendement. Déjà, il y a un rapport PCS sur PCI. Je ne prendrai pas le temps de détailler aujourd'hui, mais on a le rendement du réseau. Donc, si on voit qu'on a un réseau qui a... En gros, si vous prenez le rendement réseau plus le rapport PCS-PCI, déjà, il faut multiplier par 2 le prix du gaz avant de comparer au prix de l'énergie électrique. Et puis aussi, on a un prestataire qui suit son réseau vapeur. Donc, lui, on suit ses conseils. Il nous donne des conseils pour améliorer son réseau vapeur. Mais lui, son métier, c'est la vapeur. Donc, c'est pas lui, sur lui qu'il faut compter pour dire qu'il faut changer d'énergie. On a la question de la puissance disponible aussi. Si on veut substituer par l'électricité, c'est loin d'être possible pour beaucoup de process parce que seul le gaz permet d'avoir une puissance importante. Par contre, j'ai bien dit les gaz, j'ai pas dit la vapeur. Donc, il y a peut-être d'autres usages possibles. Et donc, pour changer, voilà, pour renouveler ou changer d'équipement, on se retrouve un peu face à un mur d'investissement. Donc, ce qui va justement peut-être pas nous aider à prendre les bonnes décisions. Et enfin, on a des aides qui n'orientent pas toujours sur les bonnes solutions. Bah, ça revient au conseil sur le prestataire. Effectivement, on a des certificats d'économie d'énergie qui font qu'on va acheter un brûleur micro modulant. Bon, certes, ça permet d'améliorer la production de la chaudière. On a vu que la chaudière, c'est pas là où il y a le plus de pertes. Et puis, on a aussi des aides qui ne nous coûtent rien. Alors, l'isolation des points singuliers vapeur, tant mieux, ça améliore son réseau. Et je dis pas qu'il faut pas le faire. Si on a un réseau de vapeur, il faut le faire, bien sûr. Mais peut-être que derrière, ça nous conforte dans l'idée de rester sur cette solution technique, alors que dans certains cas, et dans pas mal de cas, on le verra plus tard, ça vaut le coup de se poser cette question-là. Bon, une petite pépite hein, sur des excès, des dérives de ces deux œufs, où on voit que là, on a eu une entreprise qui a bénéficié donc d'une isolation des points singuliers vapeur, mais on voit par ailleurs que les tuyauteries vapeur ne sont pas isolées. Donc voilà, complètement aberrant. Bon, depuis, je vous rassure, la photo était un petit peu ancienne, mais bon, je tenais quand même à la montrer. La photo est un peu ancienne et l'installation a été démantelée depuis. Alors, je vous ai montré quelques exemples de pertes sur des réseaux vapeur, mais vous allez me dire, mais oui, ok, chez moi, comment je fais pour déterminer ces pertes sur mon réseau vapeur? Alors, il y a plusieurs choses. On peut réaliser un bilan énergétique. Bon, parfois, c'est enfin, alors, une opération complexe, en tout cas qui demande des compétences, coûteuses un petit peu, c'est vrai, mais bon, ça peut valoir le coup. On peut mettre en place des compteurs vapeur. Alors, c'est vrai que les compteurs vapeur, ils sont plutôt onéreux par rapport à d'autres fluides. Et puis, c'est parfois difficile d'avoir aussi une bonne précision. Ça, le retour d'expérience nous montre que, voilà, compte tenu qu'on a des fortes variations sur les débits de vapeur entre quand on reçoit en demande, quand je suis juste en maintien de mon réseau. Et du coup, c'est difficile de recoller. On a des réseaux où tout est comptabilisé. Et en fait, on a du mal à s'y retrouver sur le gaz. Donc, on a pourtant des compteurs performants. Là, vous avez un exemple de compteur. Là, dans le cas, il n'est pas isolé, mais par la suite, c'est pareil, il a également été isolé. Compteur qui est installé en sortie de chaudière. Vous avez juste en amont un petit séparateur qui permet de s'assurer qu'il n'y a que du fluide, que du gaz qui passe dans la vapeur, enfin que de la vapeur et pas d'eau. Donc, on va voir qu'il y a il y a d'autres alternatives qui permettent d'approcher ces pertes. Première façon, ça va être de mesurer le talon de consommation de vapeur, ou alors d'avoir une approche macroscopique sur le rendement du système. Alors, pour commencer par la mesure du talent de consommation, finalement, c'est de poser la question, quelle est la consommation de mon réseau lorsqu'il est sous pression, mais quand je n'ai pas d'usage? C'est simplement le maintien en température de mon réseau. Et ça, c'est déjà une bonne indication. Alors, ça ne va pas vous donner des performances de vos procédés. Par contre, ça va vous donner une idée du coût de maintien en température de votre réseau vapeur. Alors ça, c'est assez facile à faire, plutôt assez facile à faire. Il suffit de faire un relevé d'index en dehors d'une période de production. Par exemple, vous laissez tourner la chaudière une nuit si vous ne travaillez pas la nuit, ou éventuellement un week-end, vous laissez votre réseau sous pression et vous voyez quelle est la quantité de gaz qui a été consommée pendant cette période-là. Vous divisez par le nombre d'heures et vous avez une puissance perdue de manière continue. Alors, quelques petits points de vigilance. C'est vrai que si vous faites ça au cœur de l'hiver ou en plein été, il y a un impact de la température extérieure. Donc voilà, ça vous donne une valeur approchante, mais qui peut être un petit peu impactée par la température extérieure. Quand elle est à faible régime, on a vu la chaudière, hein, elle va un peu moins bien fonctionner, donc ça peut un petit peu surévaluer éventuellement les pertes de maintien. Mais ça vous donnera quand même une bonne idée, parce que d'ailleurs, parfois les essais chaudières montrent que c'est pas forcément au plus haut rendement qu'elles ont au plus haut régime pardon, qu'elles ont les meilleurs rendements. Et puis quand on fonctionne H24 en 5-8, bah, ça, là pour le coup, ça devient un peu plus difficile à réaliser. Donc après, il y a
Une autre solution, c'est on peut approcher par les usages, en fait, finalement. C'est déterminer ses besoins en énergie utile, à quoi me sert réellement la vapeur. Alors là, je vais aller très vite parce que je viens de me rendre compte que le temps file et je vais laisser euh, du temps à l'interlocuteur suivant. Donc, je vais partir de à quoi me sert la vapeur. Je vais mettre en œuvre des calculs très simples pour déterminer mes besoins énergétiques. Et là, on arrive à des réseaux. Je vais simplement aller sur les quelques slides qui sont là, à des rendements de réseau où là, on a pu déterminer en mesurant donc à partir du type de fruit, du tonnage de fruits, quel est le volume d'eau qui est consommé et renouvelé sur mon blancheur. Et du coup, comparé à combien je consomme. Et là, on avait pu faire une mesure du talent de consommation, donc on a pu déterminer les pertes réseau, les autres pertes. On se rend compte que l'énergie utile qui est réellement produite est plutôt autour de 8%. Tout autre sujet, on parle de décontamination vapeur de produit. Pareil, un rendement sur l'énergie utile est à 8%. Alors, là, on est sur une approche très macro, où on est simplement parti du tonnage de produits traités, et on a utilisé une teneur en matière sèche moyenne, une température moyenne et de traitement, et on a comparé la consommation de gaz. L'avantage, c'est que donc, ça nous donne une idée globale de la performance en 5 minutes de calcul. L'inconvénient, c'est qu'on ne va pas discriminer les pertes réseau des pertes procédés. Est-ce que c'est réellement mon réseau vapeur qui en cause ou est-ce que c'est mon équipement? Ça, je ne vais pas pouvoir le savoir à partir de ce type de calcul. Mais néanmoins, ça me permet de savoir est-ce qu'il faut que je m'interroge sur ce sujet-là. Donc, j'arrive au terme de cette présentation. Je vais juste très rapidement, je passerai loin sur les usages, mais la conclusion, c'est qu'on a souvent de grandes surprises sur les rendements, que c'est un questionnement qu'il faut faire avant de renouveler ou de vouloir décarboner sa production de chaleur. La première action, c'est de suivre les indicateurs de performance et d'anticiper la stratégie d'évolution. Et enfin, effectivement, le diagnostic, c'est quand même un outil très intéressant. Et là, je vais passer la main donc, à Ludovic Ferrand du CRIGEN, qui va vous présenter la méthode de santé énergétique. Ludovic, je vous laisse la parole. Vous pouvez partager votre écran. Parfait. Merci beaucoup, Yvan, et bonjour à tous. Donc, ravi de pouvoir présenter en fait notre retour d'expérience sur peut-être un mot-clé que vous connaissiez déjà quand vous êtes inscrit au webinaire, hein. Donc, on va parler de la méthode Sankey énergétique. Donc, peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà cette technique, mais voilà, je vais vous partager notre retour d'expérience et comment est-ce qu'on l'utilise dans notre activité. Alors, je me présente super rapidement. Donc, Ludovic Ferrand, j'ai la chance de travailler depuis 25 ans dans le domaine de l'industrie. Et là, depuis un peu plus récemment, depuis 6 ans dans le groupe Engie. Donc là, juste pour mentionner quelques projets qui nous occupent aujourd'hui avec ma casquette de chef du lab industrie du groupe Engie. Vous avez peut-être entendu parler de la chaudière Choc. C'est une chaudière sans cheminée où on réalise la première démonstration en France au travers d'un consortium pour opérer cette chaudière à capture de CO2. Là, on est en plein dans le retour d'expérience d'une centrale solaire thermique pour l'agroalimentaire, hein, pour Heineken, qui fera l'objet d'une intervention au webinaire du 25 novembre. Et enfin, voilà, une grosse activité sur l'intégration des pompes à chaleur à haute température, hein, qui permettent maintenant d'accéder à de la production de vapeur grâce à la récupération de chaleur fatale. Voilà, juste pour illustrer un petit peu la carte d'identité des activités autour de l'industrie et donc forcément autour de l'efficacité énergétique et de la décarbonation. Donc, je travaille au Lab CRIGEN, donc, qui est le centre de recherche et d'expertise du groupe Engie. Donc, je ne rentre pas dans les détails du Lab CRIGEN, mais si vous êtes intéressé pour en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Et donc, dans ce centre de recherche, on déploie la roadmap de recherche et développement pour le groupe Engie, mais également au travers de l'ensemble de l'écosystème, on travaille beaucoup pour l'industrie notamment. Au travers d'expertise, de prestations diverses, on dispose de beaux moyens d'essai pour réaliser des essais de tout type pour dérisquer des solutions ou pour étudier différentes facettes. Et donc, les grands domaines d'activité de ce centre, c'est autour de la décarbonation de manière générale, grosses compétences sur les molécules décarbonées. Donc, certains d'entre vous achètent déjà peut-être du biométhane.
voilà, ou peut-être de l'hydrogène, mais peut-être pas encore pour les applications agrofood, en tant qu'énergie. On travaille également sur la décarbonation des usages. Et donc, j'ai la chance de m'occuper de ce lab, le lab industrie, pour accompagner les industriels dans la décarbonation des activités. Et enfin, des labs transverses en appui à nos activités. Donc, si on rentre maintenant dans le vif du sujet, alors, si je devais faire un petit sondage, qui connaît le mot Sankey? Donc, le Sankey, en fait, vous avez sans doute vu ce type d'image. Alors, celui-là, je l'ai baptisé le Sankey des Sankey. C'est le Sankey des activités humaines. Donc, alors, le principe du Sankey, c'est tout simple. C'est que ça permet de visualiser comment s'acheminent et se transforment des flux de matière ou d'énergie. Donc là, en l'occurrence, c'est de la matière. Et donc, la taille des flèches représente le bon prorata par rapport à la taille du flux. C'est vraiment tout simple. Donc là, l'activité humaine, vous n'êtes pas sans savoir qu'on extrait dans la nature des gigatonnes de beaucoup de choses, des énergies fossiles entre autres, de la biomasse. Tout ceci passe à l'intérieur de convertisseurs. L'industrie en fait partie. Et donc, vous voyez les tailles des flèches ici. On construit beaucoup avec ce qu'on extrait dans la nature, des stocks, c'est-à-dire des infrastructures. Le reste passe dans voilà, des choses diverses et variées. La mauvaise nouvelle, c'est que la principale, voilà, la fin de vie de tous ces flux, c'est du déchet. Très, très peu sont recyclés. Et voilà, ça vous donne en un coup d'œil comment, en tant que société humaine, on traite les flux majeurs de matière. L'approche Sankey, au tout début, ça a été un Français qui l'a inventé. En fait, là, vous avez la campagne de Russie napoléonienne. Et donc, la largeur des flèches, cette fois-ci, c'est le nombre de soldats. Donc, vous voyez, au départ, à l'arrivée en Russie, et puis au retour, avec voilà, la courbe de température attenante, qui, d'un seul coup d'œil, arrive à donner un nouvel éclairage sur la campagne de Russie. Donc, c'est pas le Français qui a laissé son nom à Sankey, c'est Rayal Sankey. Donc, c'est lui qui est resté à la postérité. Et il a fait l'application de donc, ce diagramme, cette façon de représenter les choses dans un domaine qui concerne l'énergie. Donc, voilà, le premier Sankey énergétique, il a été fait par Rayal Sankey et c'était la chaudière vapeur. Donc, une technique qui existe depuis très longtemps, mais de façon assez surprenante. Là, je vous donne notre Rex qualitatif, là, plus d'une dizaine d'études ces 3 dernières années basées sur cette technique. Donc, question posée à l'industriel, connaissez-vous cette technique du Sankey énergétique avant le projet? Faible. Recommanderiez-vous la technique Sankey après le projet? Absolument. Donc voilà, c'est également pour ça que j'ai proposé ce sujet à Yvan, puisque il s'est avéré assez pratique pour aller chercher notamment de la performance énergétique dans tout domaine. Donc là, on va faire un focus sur les procédés agroalimentaires. Donc, on est bien dans un des grands domaines de la décarbonation, hein. Donc là, l'hexagone classique des leviers d'action pour décarboner et pour améliorer sa robustesse énergétique. Donc, on est dans ce sommet de l'hexagone, hein, l'efficacité énergétique et les solutions bas carbone. Donc là, dans ce domaine-là, ce qu'on voit de façon classique, certains d'entre vous sont peut-être ISO 50001, exploitent leur KPI énergétique, font des actions avec la méthode IPMVP pour le suivi des gains de performance. Donc, on a un volant d'indicateurs qui existe. Mais voilà un peu les verbatim qu'on a pu observer autour de ces actions d'efficacité énergétique. Et d'ailleurs, c'est dans ce cadre-là que la démarche à Eneam est tout à fait pertinente. Les audits énergétiques, c'est vraiment un peu la clé de voûte pour commencer à identifier les bons gisements et à structurer son plan d'action. Donc, un des verbatim classiques, c'est que les audits énergétiques classiques, parfois, les mesures sont génériques et à faible impact. Il y a quelque chose qui est un peu plus, des questions un peu plus que commencent à se poser les industriels, c'est on ne sait pas vraiment de combien je suis proche ou pas de l'efficacité maximale du procédé. Ça, c'est un peu plus dur à savoir. Dans le même temps,
il y a un panel de solutions performantes qui est de plus en plus large, hein. Souvent, on a du mal à s'y retrouver sur les différentes options qui sont à disposition. Donc, l'enjeu de savoir trier et faire une feuille de route qui soit logique avec des priorités. Et enfin, Yvan en parlait, rajouter de la mesure, c'est bien. Par contre, ça peut mener à des soucis de maintenabilité. Donc, c'est pas forcément ce sur quoi on peut s'appuyer à 100%. Donc, il y a cette base de verbatim. Et d'un autre côté, on a, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire, une variété de procédés qui est assez extraordinaire. Donc là, juste pour passer en revue l'éventail des procédés, donc je pense que certains d'entre vous se retrouvent dans les procédés que je dénombre ici. C'est pas exhaustif, mais c'est simplement pour illustrer que c'est très très varié. Et donc on ne peut pas adresser l'efficacité énergétique avec une méthodologie qui est strictement la même pour tous les procédés. Ça paraît assez naturel. Et donc, c'est là où intervient le Sankey. Donc, il s'avère qu'on l'utilise massivement dans nos expertises, puisque on trouve que c'est un outil assez puissant pour orienter ces décisions. Là, je vous présente un Sankey qui est une méthode classique d'analyse qui ne permet pas de faire d'efficacité énergétique. Mais là, en l'occurrence, un des avantages du Sankey, c'est qu'en un coup d'œil, on comprend les données complexes. Donc, c'est un outil de compréhension des choses qui est vraiment puissant. Donc là, l'exemple que je donne, hein, c'est la transformation du lait dans l'espace européen. Donc, je ne sais pas si vous saviez, par exemple, que sur les 154 millions de tonnes de lait produits par les vaches laitières en Europe des 27, par exemple, on en fait 2,3 millions de tonnes de beurre. Voilà, donc en un coup d'œil, on sait ce que devient le lait produit par les vaches européennes. Ça ne nous aide pas sur l'efficacité énergétique. Le step d'après, c'est quand on adapte les Sankey sur une usine. Donc peut-être que certains ici ont déjà fait cet exercice de visualiser les flux d'énergie qui arrivent dans l'usine et qui sont ensuite ventilés vers les différents ateliers. Donc là, je donne l'exemple d'une brasserie intégrée avec l'opération de maltage et de brassage. Donc on voit comment la chaleur, l'électricité sont fléchées vers les différents ateliers. Mais là encore, l'approche, elle ne nous donne pas vraiment d'indication sur l'efficacité énergétique. Elle nous donne certes des KPI qui sont très utiles. Donc on a ces consommations spécifiques. Donc on a les kilowattheures-tonnes ou par hectolitre, ou enfin voilà, l'unité qu'on souhaite. Ça nous donne une consommation par tonne de produits traités. Ça n'indique pas l'écart entre la consommation globale, le KPI, et ce qu'on appelle le minimum d'énergie théorique, c'est-à-dire vraiment l'énergie strictement utile. Et donc pour ça, il faut aller plus loin. Donc il faut aller comprendre comment l'énergie se dispatche vers ce qu'on souhaite, l'énergie utile, mais également les déperditions. Donc il y a un lien avec ce qu'a présenté tout à l'heure Yvan. Mais c'est clair que c'est une des clés pour poser une démarche structurée d'efficacité énergétique et la feuille de route bas carbone attenante. Et donc, pour illustrer l'application de la méthode Sankey à ce niveau d'analyse, là, je présente un exemple qu'on a pu tester récemment sur un procédé de séchage. Donc, vous voyez le procédé avec, de façon assez classique, un produit humide en entrée, produit qui sort avec le degré d'humidité souhaité, l'eau évaporée qui est d'une part sur un circuit fermé avec un ventilateur de recirculation qui va vers une chambre de combustion. Là, on est sur du séchage à flamme directe veine d'air classique avec de l'air extrait, de l'air neuf et donc un process voilà, qui a une entrée d'énergie par du gaz naturel et dont le but est d'évaporer de l'eau. Donc voilà le Sankey qui a été élaboré finalement sans rajouter de mesures supplémentaires dans le process. Il a été élaboré par les équations de la physique. Et donc un graphique comme ça, c'est assez puissant pour se poser les bonnes questions. Donc là, je surligne un peu déjà peut-être comment est-ce que ça se lit. Donc ça se lit de la gauche vers la droite. Donc de manière assez intuitive, on a les apports d'énergie qui rentrent dans le système. Donc là, l'unité, c'est des kilowatts. Et on ramène tous les kilowatts par rapport à une référence, c'est le 0 degré. Donc l'énergie qu'on amène par la combustion.
Alors là, l'énergie qui a été déduite, c'est l'énergie qui rentre par l'air appelé parasite. C'est de l'air non souhaité, mais qui, lui, arrive à la température de l'air ambiante dans le système. Donc, il apporte un petit peu d'énergie par rapport à 0 degré. Mais vous voyez, la taille de la flèche, elle est quand même pas négligeable par rapport au combustible. Et derrière, on a ce qui est apporté par l'air de la combustion du brûleur. Et enfin, ce qu'amène le produit en entrée. Il est à la température ambiante, donc il amène un peu d'énergie. Et donc, ce qui sort, c'est là où c'est intéressant. Et donc, on peut regarder un par un. C'est déjà celui du bas. Vous voyez là, la flèche, c'est les déperditions vers les parois, les supports. Un peu souvent, on entend une des solutions, ça va être d'isoler les parois, puisque je pense que les pertes sont importantes. En fait, une flèche comme ça indique tout simplement c'est inutile d'isoler ces séchoirs. Le débat d'efficacité énergétique est ailleurs. Et donc là, en l'occurrence, sur ce procédé, on voit immédiatement que par rapport à l'énergie utile, c'est-à-dire l'énergie qui se retrouve dans l'eau évaporée, dans les buées, à côté, on a l'énergie qui sert à chauffer de l'air pour pas grand-chose. Donc l'air parasite qui rentre, ressort et est extrait du système à la température du procédé. Là, en l'occurrence, c'était 190 degrés. Donc, on voit tout de suite que la part de cette énergie non souhaitée est énorme. Donc, les plans d'action immédiats, c'est d'essayer de trouver des moyens de se mettre au minimum d'air parasite sans se mettre en, en danger en termes d'air qui peut ressortir du système, etc. Donc, il y a des précautions à prendre. Mais on a pu voilà, mettre en évidence qu'avec des méthodes simples, on peut réussir à diminuer au moins de moitié la consommation de gaz naturel. Donc, c'est un exemple simple, mais qui illustre bien la, la facilité à élaborer un plan d'action un peu logique sur un procédé. Là, je vous montre un autre exemple qui est un peu plus compliqué, mais pas complexe. C'est-à-dire qu'il faut un peu plus d'efforts pour mettre en place le Sankey, mais ce n'est pas plus complexe que le précédent. Là, je donne un exemple qui n'est pas de l'agroalimentaire, mais qui concerne les machines à papier. Donc, un procédé un peu plus complexe sur lequel on va évaporer de l'eau. Et vous voyez là dans le schéma synoptique, on a déjà de la récupération de chaleur, donc des échangeurs qui permettent de préchauffer des flux, etc. Très bien. Mais donc, en bâtissant le Sankey, voilà, on a pu révéler un certain nombre de choses qui n'étaient pas forcément intuitives et qui ont permis de poser le débat voilà, sous la bonne forme. Donc, notamment, là, le projet, c'était de se poser la question de la récupération et valorisation de chaleur fatale. Donc, il est un peu plus complet, un peu plus compliqué, mais il se lit de la même manière, de la gauche vers la droite. On a les besoins d'énergie sur la solution actuelle, hein. Et puis, on voit ici les différentes récupérations de chaleur sur échangeur. Vous voyez que les flèches, finalement, ne sont pas très larges parce qu'on ne récupère pas la chaleur latente des buées qui sortent du système. Et donc, on voit immédiatement le potentiel autour de la chaleur fatale encore disponible par le fait d'avoir accès à la condensation des buées de ce process. Et donc, c'est exactement ce qui a été proposé, c'est de récupérer cette chaleur. Et là, en l'occurrence, c'est pour de la récupération de chaleur pour l'utiliser au sein même du procédé en intégrant une pompe à chaleur qui refabrique de la vapeur moyenne pression à l'aide des buées du process. Donc, conséquence de ça, on peut quantifier les besoins d'énergie une fois avoir intégré une pompe à chaleur et regarder ce qui reste encore sur la chaleur fatale, qui est moindre, mais voilà, qui permet de libérer encore des gisements qui pourraient être utilisés à des fins d'alimentation de réseaux de chaleur, etc., etc. Donc voilà, je vous ai donné un aperçu très court, mais j'espère que ça vous a intéressé sur voilà, l'outil puissant de Monsieur Sankey. Et donc, vous avez compris, j'espère que l'objectif, c'est de dépasser les KPI classiques qui sont parfois et souvent insuffisants. Donc, bien mettre les efforts là où on a des forts impacts à moindre effort. Et donc, c'est une bonne pratique qui nécessite un petit peu d'expertise, mais finalement peu de mesures additionnelles, puisqu'on peut beaucoup calculer grâce à la physique
et reconstitué par des raisonnements logiques un Sankey complet. Et donc voilà, ça permet clairement d'établir des plans d'action logiques, structurés, efficacité énergétique bien sûr, mais également pour aider à identifier les gisements de chaleur fatale, hein, qui est un thème qui est toujours encore largement sous-exploité dans l'industrie et notamment dans l'industrie agroalimentaire en France. Voilà, je vous remercie de votre attention, à votre disposition pour vos questions. Merci beaucoup, Ludovic. Effectivement, on va passer à la phase de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questionnements. Vous pouvez soit les poser via le chat, soit éventuellement lever la main. On peut ouvrir vos micros. Il n'y a aucune difficulté là-dessus. Et donc, en attendant les questions des participants, moi j'ai une première question. Je trouve l'outil très intéressant. Et est-ce qu'une de ses forces, c'est pas aussi justement de pouvoir intégrer différentes sources d'énergie pour le même procédé, notamment si on va plus vers des mix électriques, énergie thermique, alors gaz principalement. Voilà, je me dis que c'est peut-être un des outils qui permet de le faire très facilement, assez visuellement en tout cas. Oui, tout à fait. C'était notamment l'exemple en papeterie. On est passé d'un système mono-énergie chaudière-gaz à un système hybridé entre la chaudière gaz et l'intégration de pompes à chaleur électrique. Donc l'hybridation entre plusieurs énergies, c'est clair que c'est un peu la tendance actuelle, notamment dans le cadre à la fois efficacité énergétique et également décarbonation. Donc arriver à comprendre comment, jusqu'à quel niveau l'hybridation va être pertinente, comment s'appuyer sur tel vecteur ou tel autre, les Sankey, c'est un outil assez puissant pour visualiser et pour expliquer. Donc, pour justifier des initiatives, des projets, c'est un outil qui est, voilà, en retour d'expérience, qui s'avère très puissant pour justifier et comprendre la logique des choses. Pas bien. Alors, je vois pas d'autres questions, sauf alors j'ai mis un plein écran maintenant. N'hésitez pas si vous avez. J'essaie de remettre. Voilà, je vous ai mis le fond d'écran. Voilà, genre en face de moi. On n'a pas de questions a priori. Ce que je peux faire en attendant, c'est vous dire quelques mots effectivement sur les webinaires qui auront lieu donc le 18 novembre et le 25 novembre. Parce qu'on va aller. Ah, si, pardon. Donc j'ai Léo qui a levé la main. Alors, est-ce que j'arrive à vous donner le micro? Allez-y, Léo. Attendez, pardon. Vous pouvez. Non, ça ne fonctionne pas. Ça Si, marche. normalement, vous avez la parole. Léo. Oui, merci beaucoup. Merci pour la présentation du coup des exemples, surtout qui permettaient de voir un petit peu comment le diagramme pouvait s'inscrire dans des cas concrets. Je me demandais en pratique sur la détermination, du coup, pour le préciser au fur et à mesure, comment ça pouvait se faire, parce que du coup, vous avez montré plusieurs échelles de mise en œuvre. Est-ce qu'en fait, c'est possible d'aller directement à un ciblage précis au niveau d'une usine? Par exemple, des usines qui en fait travailleraient spécifiquement sur la décarbonation d'une partie de leur procédé. Est-ce qu'en fait, ça a du sens de le faire uniquement au niveau de la partie qu'ils ont préidentifiée ou est-ce qu'il faut le faire au niveau du cas général? Puisqu'en fait, on peut supposer que voilà, c'est un problème d'isolation qui vient de quelque part alors qu'en fait, pas forcément. Donc du coup, comment cette question se gère et puis est-ce que c'est quelque chose qui se fait en interne? Est-ce qu'il du coup, il y a des formations associées? Enfin, comment ça Mhm. s'articule? Non, mais très bonne question, merci. On a plusieurs cas de figure. Le plus souvent, c'est vrai qu'on a un pareto des usages de l'énergie sur quelques procédés. Donc, le focus peut aller directement vers les procédés cibles. Donc, la méthode n'a pas besoin de faire un premier niveau macro pour ensuite passer au niveau du procédé en tant que tel. On peut directement adresser un périmètre donné. Ce qui est important, c'est de bien comprendre quel est le périmètre, puisque le Sankey établit sur le pourtour d'un process, il y a des entrées et des sorties. Donc, le plus souvent, c'est de façon pragmatique. On sait quelle est la cible sur laquelle on veut mener cette étude pour comprendre les enjeux et comment se flèchent les usages de l'énergie sur le procédé. Malgré tout,
régulièrement, on fait le pas précédent, c'est-à-dire de déjà comprendre comment se flèchent les énergies vers les différents ateliers. Mais ça, je dirais que en termes de maturité, ces 5-10 dernières années, c'est monté en flèche, c'est-à-dire que la grande majorité des acteurs ont une bonne idée de comment se ventilent les usages de l'énergie par îlot, par procédé. C'est pas toujours le cas, mais ça commence à bien rentrer dans les mœurs. Donc voilà, c'est clair que c'est l'étage du procédé qui est intéressant. Après, vous posez la question en termes de comment est-ce que je peux enclencher ça, est-ce que il y a des formations existantes, etc. Alors là, nous, on dispose d'un retour d'expérience qui nous permet pour les gens intéressés, de rentrer en matière en fait et pourquoi pas former des gens de sites industriels, mais c'est clair qu'on n'a pas encore formulé une formation en tant que telle. Mais ça pourrait tout à fait être le cas. Là, aujourd'hui, le plus souvent, on intervient en expertise pour un besoin ponctuel. Et les industriels sur site s'approprient assez facilement parce que c'est visuel, etc. Et peuvent ensuite le décliner sur des objets proches. C'est-à-dire qu'une fois que ça a été bien établi sur un process, s'il y a plusieurs ateliers à faire, soit les gens sont en autonomie, soit ils peuvent redemander un support, mais plus léger. Enfin voilà, il y a tous les cas de figure. Je ne sais pas si ça D'accord. répond à votre question. Si, un peu. En fait, l'idée, c'était de se dire, moi, je suis dans un cadre où on a du coup il peut y avoir des réceptions de projets et en fait, on va demander au porteur de projet d'améliorer son diagnostic environnemental et du coup de limiter ses pertes énergétiques. Je me demandais dans quel cadre, du coup, on pouvait les orienter vers ce type d'outils plus spécifiquement, et dans quelle mesure c'était facile à mettre en œuvre pour eux. Donc, c'était aussi pour comprendre, Ouais. voilà, si ça nécessitait plusieurs phases. Donc, s'il n'y a pas plusieurs phases, en fait, je comprends que ça peut quand même se mettre en œuvre assez rapidement. Mais du Mm. coup, il y a quand même une intervention externe, au moins pour essayer voilà, de cadrer le process au départ, qu'eux, après, peuvent dupliquer par ailleurs. Ouais. Et les leviers d'action derrière sont... Enfin, du coup, j'imagine que la mise en œuvre rectificative dépend des leviers qui sont identifiés. C'est plus ou moins facile Exactement. ouais. Là, après, c'est sûr qu'il y a ce lien entre l'analyse qui éclaire bien et derrière les possibilités techniques pour remédier aux différentes sources d'amélioration. Et là, il n'y a D'accord. rien à faire, hein. C'est l'expertise métier qui joue, hein. Mm. Par Ouais. exemple, quand on parle de l'air parasite, un des enjeux super classiques et bateaux, c'est je peux baisser l'air parasite, mais en me mettant juste en dessous de la limite de refoulement, parce que je ne veux pas avoir de l'exhaust dans l'atelier. Donc voilà, Mhm. ce genre de choses très pratiques derrière. Euh, Ouais, voilà, d'accord. et c'est Ok. pas presse bouton, il Ok, faut une expertise procédé, bien sûr. Mm. ça marche. Merci Merci. Il y a beaucoup. une question également, Ludovic, sur combien de temps faut-il pour faire un Sankey? Alors j'imagine que ça dépend aussi de l'entreprise, de l'IA, du process. Est-ce que vous pouvez nous donner Ouais, quelques éléments de réponse là-dessus? alors c'est l'accès aux données qui est souvent le goulot. Euh, Quand une analyse énergétique bien faite existe sur un procédé, déjà ça facilite beaucoup. Si on part from scratch, voilà, ce qui prend le plus de temps, c'est la récolte des bonnes données, je dirais. Et après, se poser les bonnes questions, puisque un Sankey comme ça, j'en ai pas parlé par manque de temps, on pourrait passer beaucoup plus de temps sur le sujet. Mais les procédés sont le plus souvent à régime variable. Donc, le Sankey, il faut le faire pour une monotonne de charge représentative. Donc, le pré-traitement de la donnée, je dirais que c'est ça qui prend le plus de temps. Après, une fois qu'on a toutes les datas, c'est assez direct. Et donc, derrière, c'est l'analyse et faire parler le Sankey qui nécessite des ateliers, le plus souvent avec les industriels, hein, pour vérifier que voilà, ce que fait émerger le Sankey reflète bien la réalité, etc. Mais je dirais que typiquement, les pas de temps d'études comme ça, c'est quelques semaines, c'est rarement quelques mois. Donc on n'est pas sur un pas de temps très très long. C'est si on voilà, on n'a pas eu de cas sur des procédés d'une telle complexité qu'il fallait 6 mois pour faire une étude.
non, c'est plus court que ça. Très bien, merci beaucoup Ludovic. Eh bien, écoutez, je vous remercie encore pour cette présentation. On arrive au terme de ce webinaire. L'heure, ça passe toujours très vite, mais bon, c'est le format des webinaires et ça permet d'avoir pas mal d'informations dans un laps de temps assez court. Et du coup, donc, je vous dis rendez-vous donc, le 18 novembre, où on va parler donc, des solutions d'efficacité énergétique. Vous avez vu que j'ai passé quelques supports un peu rapidement, donc je pourrais y revenir à ce moment-là. C'était un petit peu le secours. Et le 25, on va parler d'énergie renouvelable et de récupération. Et donc, on a un nouveau Ludovic Ferrand qui interviendra pour faire effectivement un retour d'expérience sur la mise en œuvre de solaire thermique chez Heineken, donc à Séville. Donc ça, ce sera très intéressant parce qu'il y a encore très peu d'installations comme ça. Et donc, nous, on pense que c'est un nouveau levier. Et on parlera également de mise en œuvre de pompes à chaleur. Voilà, merci beaucoup à tous et bon après-midi. Merci. Merci.